Ok, on va parler finance aujourd'hui. Les amis et les camarades, bien sûr. Moi, j'aime bien les sujets économiques et finances. D'ailleurs, c'est un peu ma résolution de la rentrée. Je vais essayer d'approfondir tout un tas de sujets là-dessus Je ne pour sais pas monter ce en que c'est gamme, que continuer à super me profit. former et pouvoir produire du contenu de qualité autour des sujets économiques et finances. Bien sûr, sachant que c'est toujours un truc qui m'a intéressé. Chacun a un peu ses sujets de spécialité sur Twitch en réalité. Et moi, je dirais que dans mes sujets un peu de spécialité, les trucs qui reviennent assez souvent, c'est les sujets un peu économie et finance. C'est aussi mes racines marxistes et communistes qui ressortent, quoi. Moi, l'économie, ça m'a toujours intéressé et je trouve que c'est quand même hyper important d'en parler. Donc voilà. Oui, il y aura l'arc MMT un jour sur la théorie moderne, théorie monétaire moderne. Vous n'êtes pas prêts, exactement. Donc voilà, c'est un peu ma bonne résolution pour la rentrée et puis pour aussi, très simplement, pouvoir être carré sur tout ce qui est programme économique des différents candidats, faire un peu de vulgarisation à mon niveau pour pouvoir faire la campagne de Méluche, hein, tout simplement. Parce que moi, j'aime le programme économique de LFI, même s'il y a des trucs à redire. Enfin, c'est du keynésianisme, c'est réguler mieux le capitalisme. C'est pas non plus faire la révolution bolchevique, hein, évidemment. Mais voilà, moi, je sais que c'est un des trucs qui m'avait vraiment aussi séduit en 2022. C'était la qualité de leur programme économique. Et, euh, et voilà, je pense que du coup, cette saison, je vais essayer de taffer mieux et approfondir ces sujets-là pour pouvoir être nickel et faire le taf sur Internet pour dire regardez comme les programmes des libéraux, c'est de la merde et ça marche pas. Regardez comme le glorieux programme de la France Insoumise, l'avenir en commun, ça marche. Ça peut marcher. En tout cas, venez, on essaye. De toute façon, là, ce qu'ils nous font depuis 20 ans, ça marche pas. Vous voyez. Donc c'est pour ça. Aujourd'hui, on va lire un article de Romaric Gaudin pour Mediapart. Alors pour le coup, sur les articles finance, et économie et compagnie, Mediapart, ils sont quand même carrés de fou, hein. Surtout Romaric Gaudin, que je suis depuis assez longtemps, en fait, parce que je trouve qu'il écrit vraiment des bangers articles. Notamment, il est spécialiste des questions économiques, quoi. Il y a deux journalistes qui sont spécialistes des questions économiques chez Mediapart que j'aime particulièrement. Il y a Romaric Gaudin, il y a Martine Orange, qui a écrit des très bons articles sur le patronat et les élections présidentielles il y a 3 jours, là, qui est très très bien. Donc cet article, il date du 19 août 2026. Il est un petit peu vieux, mais j'avais pas eu le temps de le lire avant. Je voulais le lire en stream, donc je me suis gardé au chaud. Ça va parler de comment la bulle de l'IA, comment l'IA de manière générale, l'effet qu'a l'émergence de l'IA, toute la thune qu'on met dans l'intelligence artificielle, dans les marchés financiers, influence aussi de manière générale euh, l'argent qu'on prête aux États, quoi. Parce que les marchés financiers, ils prêtent aux boîtes privées, ils prêtent aussi aux États. C'est un peu la même chose. Quand un État émet une dette pour combler son déficit et pour se financer, comme la France fait chaque année, comme tous les États font chaque année, ils empruntent sur les marchés financiers à des investisseurs, etc. etc. Mais c'est les mêmes marchés financiers, les mêmes investisseurs qui financent aussi l'IA, quoi. La bulle de l'IA, la bulle spéculative de l'IA et tous les investissements d'avenir, qu'ils estiment être d'avenir, dans l'intelligence artificielle. Donc si à un moment donné, il y a trop d'argent, il y a trop de thunes qui est consacrée à l'intelligence artificielle, et c'est aussi les États qui en pâtissent parce que voilà, c'est les mêmes marchés financiers. Tout ça est lié, quoi. Tout ça est lié. Voilà. Et donc cet article parle de ça. En gros, la pression mise par le marché de l'intelligence artificielle sur les marchés financiers pourrait, de ce que j'ai cru comprendre, créer une crise de la dette pour les États. Super, bravo l'IA, ça a l'air trop trop bien. Ça a l'air trop bien, hein. C'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Donc voilà, on va parler de dette obligataire, crise de la dette obligataire. Est-ce que les taux d'intérêt pour la France, les États-Unis et tous les pays qui empruntent sur les marchés financiers vont exploser à cause de l'IA? Inch'Allah. On va voir, hein. On va voir, mais c'est compliqué. C'est compliqué et ça fait peur. Il y a de plus en plus d'articles sur la crise qui nous pend au nez par rapport à la bulle spéculative de l'IA, par rapport au private equity, et là, du coup, maintenant, par rapport à une éventuelle crise de la dette obligataire sur les marchés financiers, dont les États pourraient être les premières victimes, figurez-vous. Ou en tout cas, les victimes collatérales les plus dramatiques. Parce que l'État, voilà, c'est une boîte fait faillite, ok, quoi. Mais si un État peut plus emprunter sur les marchés financiers, c'est plus lourd de conséquences que si c'est juste une boîte qui fait faillite, vous voyez. Bref, c'était ma petite introduction. Donc maintenant, on va directement lire l'article, essayer de comprendre ce qui se trame. C'est des sujets qui peuvent être un peu complexes et un peu denses. Je vais essayer d'expliquer comme je peux et ouais, on va essayer de comprendre tout ça ensemble. Voilà, voilà. C'est parti. Sur les marchés obligataires, les taux mis sous pression par l'intelligence artificielle. Les taux à long terme des grandes puissances économiques ont atteint mardi 18 août des niveaux jamais vus depuis 15 à 20 ans. Un phénomène qui traduit la concurrence croissante entre les géants de la tech et les États pour leur financement. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Il y a une concurrence entre les GAFAM, les géants de la tech, et entre les États directement. Entre l'État français, l'État américain, tous les États, quoi. Ils sont en concurrence avec des boîtes privées, des géants de la tech sur les marchés financiers. Est-ce que c'est un système qui paraît sain? Juste, est-ce qu'on peut s'attarder 5 minutes sur cette idée, genre? Est-ce que ça paraît sain
de créer un système où des États qui sont censés être garants de la démocratie, etc., des États qui sont contrôlés démocratiquement par des élections, qui sont censés être au service de l'intérêt général, etc. Est-ce que des États, c'est sain qu'on les mette en concurrence avec des géants de la tech sans foi ni loi? C'est complètement con. Normalement, quand tu juste toute considération, enfin, juste, tu prends juste cette donnée en compte, normalement, tu es censé dire: «Attends, mais c'est pas un système qui pue la merde, ça, par hasard?» Et la réponse est oui, c'est un système qui pue la merde. C'est chaud, quoi. Juste le chapeau de l'article, tu en mode genre: «Attends, concurrence croissante entre les géants de la tech et les États pour leur financement? Mais c'est nul. Pourquoi ça marche comme ça?» Bah ouais, c'est nul. Mais c'est bon, c'est l'économie financière, c'est le capitalisme financiarisé, hein, c'est comme ça. Tout un tas de gens, économistes, investisseurs, etc., estiment qu'en fait, c'est le modèle économique le plus efficace. Voilà. Parce que l'appât du gain des uns fait le bonheur du collectif. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça le capitalisme financiarisé. C'est comme ça qu'ils imaginent le truc. Alors qu'on se doute, on voit bien que c'est pas vrai, quoi. Et qu'en plus, quand la crise économique, la crise financière éclate, bah du coup, ça fait des ravages, quoi. Voilà. On n'a plus de service public, oui, mais on a l'IA. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. De quoi vous plaignez, citoyens? Vous n'avez plus de service public? Vous êtes tout seul dans des villages avec plus rien? Vous n'avez pas de médecin? Vous ne pouvez pas vous soigner? Les classes ferment pour vos enfants? Mais vous avez Gemini sur votre téléphone portable? C'est mieux. C'est les marchés financiers qui ont décidé que c'était mieux. Allez, fermez vos gueules maintenant. C'est vraiment ça l'idée, hein. C'est vraiment ça, c'est dramatique. Bref, d'où évidemment l'idée qu'il faut réguler le plus possible le capitalisme, voire même pourquoi pas s'en débarrasser définitivement. Voilà, voilà. Bon bref. Allez, on va lire l'article. L'été 2026 a été mouvementé sur les marchés. Après les montagnes russes empruntées par les marchés d'actions en juillet et en août, voici que les marchés obligataires, ceux de la dette, sont dans la tourmente. Le début de la semaine du 17 août a été marqué par une envolée des taux de la dette publique, y compris celle qui est considérée comme la plus sûre. Voilà, donc en gros, je te le dis assez grossièrement, tu as le marché des actions. Les actions, c'est un investisseur va décider d'acheter un tout petit bout d'une entreprise. Et du coup, il est propriétaire de, je sais pas, 0,1% d'une entreprise, ce qui lui permet après d'avoir des dividendes, quand il y a des bénéfices, etc. Ça, c'est le marché des actions. Il y a souvent des crises sur le marché des actions parce que les valorisations boursières des entreprises fluctuent, quoi. Vous voyez. Et le marché obligataire, c'est le marché de la dette. Voilà. Une entreprise a besoin d'argent, elle émet un titre de dette sur les marchés financiers, un investisseur comme genre, ok, je te prête de l'argent, mais derrière, tu me rends des intérêts. Voilà, c'est ça le marché obligataire, c'est le marché de la dette. Et donc les États, tu peux pas acheter des actions d'un État. Par contre, l'État français, tout le temps, et tous les États en permanence, sont là en mode genre, on a besoin un peu de thunes, qui me prête de l'argent? Et du coup, des investisseurs privés prêtent de l'argent aux États en échange d'un taux d'intérêt. Et ça, c'est le principe de la dette et du déficit en France, quoi. Et c'est pour ça, ce qu'on appelle la charge de la dette, c'est l'État. Je prends l'exemple de l'État français, mais c'est le cas pour tous les États. Ce qu'on appelle la charge de la dette, c'est l'État français qui, tous les ans, alloue une petite partie de son budget pour rembourser les taux d'intérêt de l'argent qu'elle a emprunté sur ces marchés financiers. Et donc, du coup, quand les taux augmentent, et la charge de la dette pour les États augmente. Et au bout d'un moment, ça commence à coûter cher cette histoire, quoi. Voilà. Ribot, l'État n'a pas besoin de marché pour se financer. S'il emprunte, c'est parce que les marchés financiers ont besoin de la dette de l'État pour se protéger et pour hedge. L'État peut toujours faire marcher la planche à billets pour se financer. Alors oui, il y a d'autres solutions qui sont possibles. Mais là, de fait, dans le système actuel, l'État français et la plupart des États, pour se financer, pour pallier leur déficit, ce qu'ils font, c'est qu'ils empruntent sur les marchés financiers en émettant des titres de dette sur le marché obligataire. Là, actuellement, c'est le système. Mais d'autres systèmes seraient possibles, en effet. Justement pour définanciariser l'économie et pour arrêter de lier le destin des nations entières et de leurs citoyens à des histoires de bulles spéculatives et ce genre de choses, quoi. Hein, il faut sortir un maximum de pans de l'économie, des griffes des marchés financiers. Et donc, il y aurait d'autres techniques pour se financer, quoi. La planche à billets, c'est compliqué en France, on n'a pas de souveraineté monétaire. Voilà, parce qu'après, c'est des sujets très complexes. D'autres moyens de se financer seraient possibles. On pourrait être moins dépendant directement des marchés financiers, mais là, de fait, dans le système actuel, c'est comme ça que la France se finance pour combler son déficit. Voilà. Bref, allons, on continue. Donc oui, une envolée des taux de la dette publique, y compris celle qui est considérée comme la plus sûre. Parce qu'en vrai, voilà, prêter de l'argent à un État, tu as de très bonnes chances que l'État ne fasse pas faillite, parce qu'un État ne fait pas faillite, et donc à la fin, tu devrais être remboursé. Prêter à un État, pour un investisseur, c'est quelque chose qui est safe. Voilà. C'est un retour sur investissement qui n'est pas incroyable, c'est des taux qui sont assez bas, parce qu'en fait, tu te dis, le risque est pas très élevé, l'État devrait être remboursé, c'est à peu près sûr, donc le taux d'intérêt est pas si élevé. Mais jusqu'à ce que le taux d'intérêt s'envole, quoi. Voilà. Le taux de la dette à 30 ans des États-Unis a ainsi atteint en séance mardi 18 août le niveau de 5,33%, du jamais vu depuis juillet 2007, un peu avant la crise des subprimes de 2008, vous remarquerez. Son équivalent allemand, le Bund, à 30 ans, atteint ce même jour 3,78% au plus haut depuis avril 2011.
Le taux français, lui, a bondi à 4,91%, un record depuis avril 2008, quelques mois avant l'effondrement de Lehman Brothers. Donc Lehman Brothers, c'était une banque d'investissement américaine qui a fait faillite, littéralement, au moment de la fameuse crise des subprimes de 2008. Donc bon, tout ça, c'est alertant. Les taux d'intérêt des dettes des États, la dette publique, sont au plus haut. Et donc, c'est quand même mauvais signe, quoi. C'est quand même très mauvais signe parce que ça peut être annonciateur d'une crise de la dette obligataire, déjà, premièrement. Sachant que tout ça, c'est lié à l'IA, c'est ce qu'on va voir dans l'article. Et deuxièmement, ça fait que la charge de la dette pour les États augmente, quoi. Il n'y a pas si longtemps, à un moment donné, on pouvait emprunter à taux négatif sur les marchés financiers. C'est genre, tu remboursais moins aux investisseurs que ce que tu leur empruntais. Et la France n'en a pas profité pour s'endetter et se lancer dans des grands chantiers publics, hein. Non, 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 que dalle. Ils se sont dit, faut pas trop emprunter, hein. Faut contenir le déficit à moins de 3%. Donc c'est de la merde, quoi. Tout ça pour dire que l'État fait n'importe quoi et là, les taux sont en train de s'envoler parce qu'il y a une crise de l'IA, quoi. Super, super. Ah, le système marche très bien, hein. Conclusion, ils font donc espérer le crack de l'IA. Ça, je sais pas. Mais on va lire l'article, justement, pour essayer de comprendre. Là, je pose un peu les grands principes généraux pour ceux qui connaissent pas trop. Euh, Maintenant, on va lire, quoi. Sur les marchés obligataires, l'augmentation des taux traduit une baisse de prix de l'emprunt. Comme le taux nominal attaché à la dette émise initialement est fixe, la baisse du prix entraîne mécaniquement une hausse du rendement relatif de la dette. Cela se traduit alors par une demande de taux plus élevée lors des mises sur marché des obligations nouvelles. Voilà, donc en gros, les taux d'intérêt augmentent. Ce mouvement s'est un peu calmé mercredi 19 août, mais les taux élevés semblent être là pour durer. Ils s'inscrivent d'ailleurs dans un processus plus long. Dans le cas du 30 ans allemand, il faut rappeler qu'en octobre 2020, les taux négociés étaient négatifs, c'est ce que je disais, et ont atteint jusqu'à moins 0,27%. À l'époque, les investisseurs étaient prêts à payer pour prêter de l'argent à la République fédérale. Cette époque est définitivement révolue. Une des explications de ce mouvement de fond, c'est le retour de l'inflation. La quasi-déflation qui régnait dans la deuxième partie des années 2010 et justifiait les taux bas ainsi que l'intervention des banques centrales a disparu. Avec les blocages sur les chaînes logistiques qui ont suivi la pandémie de Covid-19, puis les guerres en Ukraine et en Iran, le niveau global de l'inflation a augmenté. Logiquement, les investisseurs réclament une couverture contre la hausse des prix et les taux augmentent. C'est d'ailleurs cette hypothèse qui est la plus souvent évoquée dans la presse économique pour expliquer ce nouveau coup de chaud sur la dette. La poursuite du conflit de Donald Trump avec l'Iran maintient le risque d'un blocage des voies maritimes et donc des exportations de pétrole du Golfe Persique, alors même que les réserves, elles, commencent à se réduire dangereusement. Donc au fur et à mesure que le blocage du détroit d'Ormuz et que les États-Unis s'enlisent, les États-Unis et Israël s'enlisent en Iran, et du coup ça peut faire augmenter massivement le prix du baril parce que du coup il y a moins de pétrole qui circule et donc du coup les gens exportent leur pétrole plus cher, normal, c'est la loi du marché. Ça fait de l'inflation. Ça crée une augmentation généralisée des prix. Parce que du pétrole, tu t'en sers pour tout produire quasiment. Donc si le pétrole augmente, les coûts de production augmentent et le prix de tout augmente. Donc ça, mécaniquement, ça crée très rapidement une augmentation des prix. Et donc du coup, les investisseurs qui prêtent aux entreprises et surtout aux États, pour se couvrir de l'augmentation des prix due à l'augmentation des prix du pétrole, due à Trump en Iran, ils augmentent les taux d'intérêt. Voilà. C'est dramatique, hein. Vraiment, quand je dis ça, c'est assez facile à comprendre pour le coup, mais t'es en mode genre waouh. Ok, d'accord. Bon, super, super la méta, hein. Trop bien. Le capitalisme est vraiment pas du tout en train de se casser la gueule sur lui-même, hein. Yes, trop bien. Il faut être encore plus libéral, hein. Encore plus dérégulé, hein. Vraiment, ça a l'air trop bien. Quel enfer. Quel enfer. Dans ces conditions, on crée une reprise inflationniste et une hausse des taux de la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, ce qui conduit à une baisse des prix de la dette négociée sur les marchés. Mais si cette toile de fond joue sans doute dans la frilosité des investisseurs, elle n'est pas suffisante pour expliquer la situation. En effet, pour l'instant, la hausse des prix semble se stabiliser un peu partout et les anticipations d'inflation des marchés, indiquées par certains produits financiers, restent à un niveau proche de la moyenne des dernières années. Donc les prix ne se sont pas encore envolés, la crise du détroit d'Ormuz et du pétrole, ça n'a pas encore fait exploser les prix. Donc est-ce que c'est que une histoire de fermeture des détroits d'Ormuz ? Non. Non. Et on en vient à l'intelligence artificielle. Il y a donc autre chose, la fameuse bulle de l'IA. Les hyperscalers, ces géants de l'infrastructure numérique qui se sont lancés dans la course à l'IA, investissent des sommes gigantesques pour financer la recherche, les centres de données ou simplement le développement et la maintenance des produits sur le marché. Il y a énormément de pognon qui va dans des boîtes qui ont pour but d'avoir une immense augmentation de leur valorisation en bourse. Et donc du coup, il y a plein d'investisseurs qui se disent « j'investis sur l'avenir. L'avenir, c'est l'IA ». Ils prêtent massivement à des boîtes qui ont pour le but d'investir énormément d'argent sans être rentables jusqu'à devenir incontournables.
Et donc, du coup, ça génère énormément d'argent sur les marchés financiers qui part dans une bulle spéculative de l'IA. Parce que derrière, est-ce qu'il y a la possibilité que ces fameux hyperscalers, ces géants de l'IA, finissent vraiment par dégager du bénéfice après avoir investi toute cette thune? Eh ben, c'est pas sûr. Il y a énormément d'entreprises qui se positionnent pour être leaders sur l'IA, la technologie de demain, en se disant ça va être hyper rentable. À la fin, on va faire plein de pognon, donc donnez-nous beaucoup d'argent. Pour l'instant, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, mais ne vous inquiétez pas. Dans quelques années, l'IA, on va se faire un pognon de dingue avec. Problème, bah, il y a des chances pour que ça soit jamais rentable et que cette bulle spéculative, énormément d'investisseurs donnent énormément d'argent en boîte de l'IA en se disant qu'ils vont avoir un retour sur investissement, et bah, c'est fortement possible qu'ils aient pas le retour sur investissement escompté. Auquel cas, bah, c'est l'éclatement de la bulle spéculative. C'est ça une bulle spéculative. En gros. Ça rappelle le crash de la bulle Internet. C'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a ça, mais là, par rapport à l'IA, c'est vraiment vénère. Apparemment, c'est vraiment vénère, quoi. Sachant qu'en plus, l'IA, il y a tout un tas d'entrepreneurs qui sont pas directement, ils investissent pas directement sur les infrastructures IA et compagnie, mais ils se servent eux-mêmes de l'IA en disant, grâce à l'IA, on va monter un business, on va monter un produit, une application et on va faire fortune grâce à ça. Et donc, du coup, l'IA permet aussi à tout un tas de petits entrepreneurs malhabiles d'emprunter plein d'argent en se disant, on va faire fortune, mais les trois quarts, ils vont se casser la gueule. Ils n'auront rien pour rembourser leurs prêts. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas grave, on fait une start-up boostée à l'IA, on va devenir la prochaine app qui se vend 1 milliard. Bah non, en fait. Donc il y a à la fois les hyperscalers, ceux qui investissent directement dans l'IA, dans le développement de l'IA, pour pouvoir, et qui du coup lèvent des fonds énormes par rapport à ça. Et tu as aussi tous les petits entrepreneurs de merde qui se servent de l'IA pour promettre des business florissants qui, à la fin, ne seront pas florissants. Donc ça part dans tous les sens et c'est extrêmement inquiétant cette histoire. Voilà. Le coût du token va exploser. Bah fortement, probablement. C'est quoi l'article? C'est un article de Romaric Godin pour Mediapart sur comment la bulle spéculative et la crise de l'IA va probablement foutre la merde par rapport au marché de la dette publique. Voilà. Surtout la somme de thunes en jeu est délirante par rapport à l'économie réelle. Bah oui, il y a une décorrélation entre l'argent que rapporte réellement l'IA et l'argent qui est investi sur la base d'éventuels profits ultérieurs. Voilà. Et Google, par exemple, là, Google qui est une entreprise, c'est un géant de la tech, hein. Ils investissent énormément d'argent dans tout un tas de choses. Mais Google, c'est une entreprise. J'ai lu un autre article de Mediapart un petit peu pour préparer celui-là, de Dan Israel. Bah, d'ailleurs, ça doit être celui-là. Oui, c'est celui-là. C'est ce qu'ils expliquent dans cet article-là. C'est que Google, en fait, qui a toujours été une entreprise qui arrive à générer du cash, qui arrive à être rentable malgré leurs investissements massifs, parce qu'ils génèrent beaucoup, beaucoup de revenus. Ils sont toujours plus ou moins bénéficiaires. Et là, ils ont perdu genre 7 milliards de dollars au dernier trimestre. Ce qui est un très mauvais signal. Parce que si Google investit massivement dans l'IA à tel point qu'ils n'en sont même plus rentables, alors que d'habitude, c'est une boîte qui est rentable, c'est vraiment que ça pue, quoi. C'est vraiment que ça pue. Donc il y a plein de signaux comme ça, où on se dit, il y a bel et bien une belle spéculative sur l'IA. Le moment où ça va péter, ça va être dramatique. Voilà. Sachant que ça influe sur tout le reste, évidemment. Parce qu'encore une fois, c'est les mêmes marchés financiers qui financent la bulle spéculative de l'IA et qui financent les États. La France, notamment. Oui, je viens de mettre l'article dans le chat. Je l'épingle si vous voulez. Hop là. Lordon, on parle bien aux amphis avec Aurélie Trouvé. Ah oui, Lordon, là-dessus, sur ces sujets-là, il est très très chaud. Il est bien plus chaud que moi, mais il est économiste de formation, etc. Lui, c'est vraiment un spécialiste pour le coup. Mais voilà, moi, je vais quand même essayer de parler au maximum de ces sujets-là sur ce live. Ça me semble quand même assez important. Et ça va, j'arrive un peu à expliquer les trucs. J'arrive à faire un peu de vulga, on va dire, par rapport à ça. Je trouve que je me démerde pas trop mal. Là, je suis plutôt content de la séquence pour l'instant. J'ai l'impression de comprendre l'article et d'arriver à bien expliquer le truc. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si j'explique bien ou quoi. Mais là, je suis content. Je suis en mode genre, yes, c'est cool, c'est bien. Je fais ça bien. Je suis pas en train de me baver dessus. Voilà. Ok, on en est où? Désormais, leur flux de trésorerie, donc on parle de ces fameux hyperscalers, les géants de l'infrastructure numérique, désormais leur flux de trésorerie, pourtant immense dans le cas des big tech, ne suffisent plus. Ils doivent donc aller piocher sur les marchés obligataires, le marché de la dette, et émettre de la dette. Or, les besoins sont considérables. C'est désormais au moins 1000 milliards de dollars. Combien? 1000 milliards de dollars 10 puissance 12, qui devraient être investis dans l'IA sur la seule année 2026. Donc c'est gigantesque. Hein. La demande de dette augmente donc considérablement. D'autant plus qu'en parallèle, les émissions de dette publique des États ne se réduisent pas. La faible croissance, le soutien massif au capital, pensez aux 211 milliards d'aides publiques aux entreprises en France, tout ça ne se réduit pas pour les États. La faible croissance, le soutien massif au capital, les dépenses militaires nouvelles et les hausses passées de taux ont en effet maintenu les niveaux de déficit public élevés un peu partout. Donc, l'exemple de la France, on l'a très bien en tête. Le déficit public des États-Unis dépasse les 6% du PIB. Celui de la France est proche de 5% du PIB et celui de l'Allemagne est proche de
3%. L'Allemagne qui d'habitude est vraiment à un niveau de déficit annuel très bas et c'est pour ça que souvent les libéraux français aiment bien sucer l'Allemagne et se comparer à l'Allemagne en disant regardez, ils s'endettent très peu l'Allemagne, ils arrivent à avoir un budget à l'équilibre. Comment ça se fait que nous on n'y arrive pas? C'est à cause de la gauche, c'est à cause des assistés. Et bah là, même l'Allemagne est proche des 3%, sachant que 3% de déficit annuel, donc 3% c'est par rapport au produit intérieur brut, au PIB. C'est comme ça qu'on calcule en fait la dette. Sur ça, ça veut rien dire. Si tu prends une somme en valeur absolue, dire oh, on s'est endetté de 50 milliards cette année, ça veut rien dire. Ça dépend de la production économique qu'il y a dans le pays. Donc ça, c'est le PIB, la production intérieure brute. Et donc tu calcules le déficit annuel en points de PIB. C'est comme ça qu'on fait. Et donc 6% aux États-Unis, c'est beaucoup. 5% en France, bah, c'est beaucoup aussi. Et l'Allemagne qui est proche des 3%, c'est historiquement haut, parce que d'habitude, ils sont bien plus bas que ça. Sachant que l'Union européenne, depuis longtemps, préconise pour les États de l'Union européenne de rester en dessous des 3% de points de PIB, enfin les 3% du PIB en déficit annuel. C'est vraiment l'objectif à chaque fois des gouvernements, c'est de ne pas dépasser les 3% en déficit. Donc que même l'Allemagne soit proche des 3%, le bon élève des comptes publics, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Pour combler ces déficits, les États doivent lever des fonds sur les marchés. En juin 2026, ils avaient déjà vendu pour plus de 500 milliards de dollars de dettes sur le marché, battant le précédent record de 2020, qui a été alors justifié par la pandémie. Pardon? Les États ont levé plus de dettes publiques en 2026 que pendant la pandémie du Covid-19, où l'économie était quasiment à l'arrêt. Ouah, mais c'est très grave ce qui se passe. On est finito, hein. C'est très très grave ce qui se passe. Bah, d'où la nécessité de rajuster massivement le système. Hein. Je dis rajuster parce que je vais pas faire le bandeur en mode la révolution, etc., etc. Le contexte de l'élection présidentielle de 2027 et de la France insoumise, ils vont pas abattre l'économie financiarisée, c'est pas ça. Mais ils vont rajuster. Il faut rajuster massivement le capitalisme actuel parce que là, ça ne marche vraiment plus du tout, du tout, du tout. Alors idéalement, si on peut se débarrasser du capitalisme, moi je suis pour. Hein. Mais là, actuellement, dans le cadre de cette année de campagne, c'est pas vraiment de ça dont on parle. Donc moi, je vais pas faire le bandeur révolutionnaire, etc., etc. Quand on parle des sujets économiques, je vais faire le keynésien, le régulationniste, économiste de gauche, plus classique, quoi. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de vous mentir en disant que ça va être la révolution là, tout de suite. Globalement, je vais passer la saison à faire la campagne de LFI, je vais pas vous mentir en parlant de révolution et d'abattre le capitalisme. Là, tout de suite, c'est pas l'angle que je vais prendre, quoi. Mais en tout cas, à minima, ça se voit qu'il faut changer de changer de version du capitalisme entre guillemets parce qu'au final c'est un petit peu ça le programme économique de LFI, c'est retourner sur un capitalisme plus de gauche finalement, une économie qui est quand même une économie de marché, qui est quand même une économie capitaliste, vous voyez, mais renouer avec une version plus de gauche qui existait un peu plus avant, plus keynésienne, etc., avec l'État, avec plus de régulation principalement, vous voyez. Donc là oui, on voit où ça mène. Le capitalisme financiarisé dérégulé, on voit où ça mène toute cette dérégulation. Bah, ça mène à des problèmes, on va dire de l'ordre du systémique en économie, qui fait que c'est insolvable, quoi. On court tout droit vers la catastrophe. Et quitte à ne pas abattre le capitalisme, le moins qu'on puisse faire, c'est de le réguler bien plus massivement et de définanciariser toute cette économie. Parce que sans ça, ça mène à tout ça, quoi. Voilà. Le capitalisme dérégulé, bah ouais, Von Dissy, exactement, exactement. Ok, alors. Donc voilà, en gros, les États n'ont jamais autant emprunté sur les marchés financiers pour se financer, y compris pendant le Covid. Donc c'est très grave. Mais vous voyez, là, c'est 500 milliards pour les États. On parlait de 1000 milliards pour les IA, pour les entreprises de la tech. Les entreprises de la tech consacrées à l'IA ont emprunté 2 fois plus sur les marchés financiers que les États qui empruntent de la dette publique. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Des marchés, on devrait se dire que les marchés financiers, bah, au moins, ils peuvent servir à ça, quoi. À servir à financer les États pour que les citoyens puissent vivre dignement derrière, etc. Même pas. Ils consacrent plus d'argent, ces marchés financiers, à investir dans l'IA qu'à prêter de l'argent aux États qu'on en a besoin. C'est fou, quoi. C'est fou. Et ça rejoint tous les thèmes là dont Varoufakis il a parlé dernièrement sur le truc de techno-féodalisme, quoi. C'est qu'au final, économiquement, les GAFAM et les géants de la tech pèsent plus dans le monde que les États. Je trouve ça, mais c'est lunaire. Dans quel monde on accepte ça, en fait? Ça n'a rien à voir. Enfin, ça devrait être le contraire, je sais pas. Un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Bref, allez, on reprend. En retour, l'offre n'est pas extensible à l'infini. Une grande partie des investisseurs préfèrent d'abord aller sur les marchés des actions où se déchaîne la bulle de l'IA. Donc aller acheter des petits bouts d'entreprises de l'IA en se disant elles vont faire fortune et j'aurais mis mes billes dedans, quoi. Avec des promesses de rendement immenses.
D'autant que plusieurs investisseurs de poids, comme les fonds de pension, profitent des nouvelles réglementations pour pivoter vers les actions et acheter moins de dettes, notamment de dettes publiques. Sachant que les fonds de pension, c'est là pour financer les retraites des travailleurs des États où c'est la retraite par capitalisation, quoi. Voilà un très bon argument pour la retraite par répartition. On a vraiment envie en France que pour financer les retraites, chaque personne aille mettre sa thune dans des fonds de pension qui, derrière, vont aller acheter des actions d'hyperscalers de l'IA qui vont peut-être se casser la gueule dans un an. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Parce que les libéraux en France, ils sont pour la retraite par capitalisation. Et justement, ils promettent des rendements de fou. Ils sont en mode genre, non mais si on fait la retraite par capitalisation... Merci beaucoup le fils de pub. Merci beaucoup pour le raid. Let's go, installez-vous, installez-vous. On parle finance, on parle marché financier, on parle crise de la dette obligataire et bulle spéculative de l'IA, figurez-vous. C'est un peu gros cerveau, c'est un peu compliqué, mais ça va, ça va. On arrive à comprendre ce qui se passe. Et on est en train de parler de pourquoi la retraite par répartition, c'est bien. Parce que justement, les libéraux en France, quand ils parlent de la retraite par capitalisation, ils sont en mode « mais ça serait trop bien, regardez les rendements qu'il y a sur les marchés financiers. En mettant tant d'argent chaque mois, comme pour la retraite par répartition, et ben à la fin, vous serez millionnaire, parce que tout ça aura augmenté grâce à l'économie de marché. Oui, sauf que bon, la crise n'est jamais loin. Et là, la crise, elle est en train de poindre le bout de son nez quand même. C'est l'impression que ça donne. Alors qu'au moins, la retraite par répartition, certes, il y a d'autres problèmes, on va dire, qui peuvent être liés à ça, mais ça permet au moins de ne pas avoir des centaines de milliards d'euros cotisés par les travailleurs français qui vont directement dans des fonds de pension qui après font n'importe quoi de leur argent et investissent tout ça dans les gens de la tech. Ça me paraît quand même être plutôt sain comme truc. Sachant qu'en plus, on va dire, la crise qu'on a par rapport à nos systèmes de retraite, on est en mode putain, il y a des problèmes de financement sur les systèmes de retraite, etc. Dans les pays où c'est la retraite par capitalisation, c'est la même chose. C'est la même chose. Aux États-Unis, là, c'est la merde pour les retraites. Alors que c'est un système par capitalisation, où ça passe par des fonds de pension. Ils ont le même problème de oh, bah, il y a pas assez d'actifs et il y a trop de retraités. Ce problème démographique lié aux retraites, qui existe, qui est réel, mais on peut trouver des solutions. Il existe en France où c'est la retraite par répartition. Il existe aussi dans les pays où c'est de la retraite par capitalisation. Il existe aux Pays-Bas, il existe en Allemagne, il existe aux États-Unis. Donc je veux dire, les problématiques démographiques liées aux retraites, en mode de moins en moins d'actifs, de plus en plus de retraités, ça pose problème dans un système par répartition, ça pose aussi problème dans un système par capitalisation. Donc la question c'est, est-ce qu'on sacralise, entre guillemets, l'argent alloué aux retraites en faisant une retraite par répartition où c'est là le pot commun des travailleurs qui finance les vieux jours de nos vieux? Ou est-ce qu'on choisit de foutre tout ça dans les fonds de pension américains en espérant des rendements super bien? Bah non, je suis pour la retraite par répartition, ne serait-ce que pour cette raison-là. Ne serait-ce que pour cette raison-là. Et aussi parce que la retraite par répartition, c'est un modèle qui est plus redistributif, ça veut dire que c'est plus à l'avantage des plus pauvres et moins à l'avantage des plus riches. Là où la retraite par capitalisation, c'est si t'es pauvre, t'as aucun avantage à la capitalisation. Si t'es riche, t'as un avantage à la capitalisation. Mais c'est moins redistributif. Donc pour ça, vive la retraite par répartition. Et là, quand tu vois les fonds de pension, la place des fonds de pension dans la crise de la dette obligataire qui est en train de venir et le marché des actions dans les géants de la tech et l'IA, moi, j'ai pas envie de mettre tous les mois de la thune là-dedans pour garantir ma retraite. Je préfère largement mettre ça dans la sécurité sociale et basta. Hein. Je vous le dis très clairement. Et pourquoi pas faire du 80-20? Mais il y a déjà un peu de ça en France. Hein. Les cadres, ils ont une partie qui est par capitalisation. Il y a déjà un peu de retraite par capitalisation en France. Voilà. C'est juste que, et quand t'es riche, tu peux très bien foutre aussi ton argent dans les fonds de pension pour préparer ta retraite à côté de ce que tu mets dans la sécurité sociale. C'est juste que les riches, ils aimeraient mettre moins dans la sécurité sociale et plus dans leurs propres investissements personnels pour s'enrichir plus, quoi. C'est ça le truc. Quand t'es pété d'oseille, t'as aucun intérêt à la retraite par répartition. L'argent qu'on t'oblige à mettre dans la sécu, si tu le gardes pour toi et que tu fous tout ça en bourse, etc., et que tu fais si tu gardes tout pour ta gueule, bah tu gardes plus d'argent. C'est ça le truc. Quand t'es pété de thunes, t'as pas d'intérêt à la retraite par répartition. Mais inversement, quand t'es pauvre, t'as un intérêt à la retraite par répartition. Sans même parler de l'aspect financier du truc, quoi. Marché financier. On va quand même pas financer les pauvres. Bah ouais, c'est ça. En dernière instance, les libéraux, c'est des gens qui sont en mode putain, je pourrais avoir plus d'argent si je redonnais pas une partie aux gens qui en ont besoin. Bah niquez vos mères en fait. Moi, c'est pour ça que je suis de gauche personnellement. C'est qu'à un moment donné, la solidarité nationale, prendre l'angle du collectif, y compris sur les questions économiques, pour moi, c'est central dans ce que c'est d'être de gauche et dans mon positionnement politique, quoi. C'est le rapport individualiste à l'économie ou le rapport plus collectif à l'économie qui, sur ces sujets-là, en tout cas, pour moi, font le clivage gauche-droite. Et on voit ça à travers le rapport au marché financier, le rapport à la retraite par répartition, et toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Bon, bref, je vais reprendre l'article. On était où? Par ailleurs, les profits des géants de la tech sont désormais réinvestis directement dans l'IA. Et le relèvement des taux des banques centrales rend plus périlleuse et délicate la possibilité d'avoir recours à la dette pour acheter des obligations. Les banques centrales elles-mêmes, qui avaient soutenu les marchés obligataires durant la décennie 2010, sont désormais en position neutre, ce qui affecte l'offre de fonds
sur les marchés obligataires. Ok, donc les banques centrales en Europe et ailleurs, en gros, incitaient les marchés financiers à, en fixant des taux directeurs, etc., à prêter aux États. Et là, ils sont en mode, les marchés financiers, vous faites ce que vous voulez. C'est plus nos oignons. Bon, bah super. Cependant, une grande partie des investisseurs sont en position d'attente, créant une explosion de la bulle de l'IA et ne voyant aucune autre perspective d'investissement. Comme l'a déjà écrit Mediapart, la conviction d'une hausse des marchés s'appuyant sur l'intelligence artificielle repose sur des paramètres très fragiles. Les fonds monétaires, c'est-à-dire l'argent prêté à très court terme, atteignent un plus haut avec 8300 milliards de dollars en juin 2026, soit 2 tiers de plus qu'en 2020. Ah ouais, ça a quasiment fait x2 en 6 ans. Waouh. Et on constate par ailleurs que ce sont les plus longues maturités qui sont touchées par la hausse de la dette. Plus le remboursement est éloigné, moins il semble sûr pour le marché. Bah ça, c'est un mauvais signal. Si tu prêtes à très court terme en disant bon bah à très court terme ça passe encore, je serai remboursé, mais tu dis je vais pas prêter à 20-30 ans parce que dans 20-30 ans le système je suis pas sûr d'être remboursé, c'est que peut-être qu'il y a un risque effectivement que le système se pète la gueule d'ici 20-30 ans. Vous voyez? Et le marché de la dette obligataire pour les États, c'est des prêts qui sont relativement longs, c'est pas des prêts à très court terme. Et donc c'est pour ça que c'est les États et la dette publique qui pâtissent le plus de cette crise. Parce que les gens osent moins prêter aux États parce qu'ils se disent mais attends, si je suis remboursé que dans 20-30 ans, bah, je vais bien me faire. Enfin, s'il y a une crise financière massive, je vais pas retrouver mon argent, quoi. Ah là, c'est chaud. Et là, on voit aussi l'aspect à quel point l'économie financiarisée, à quel point l'allocation des capitaux par l'économie de marché n'arrive pas à penser long terme et a toujours une vision court-termiste. Et si tu veux préparer l'avenir de l'humanité et la bifurcation écologique, ça serait bien d'avoir un peu de vision à long terme. Les marchés financiers, l'économie de marché ne permet pas ça. On l'observe tous les jours, quoi. On l'observe tous les jours. Et c'est de plus en plus à court terme. Tout à fait. JLM va être élu et la crise va pop juste à ce moment. Je vais canner, je doom, ça y est. Bah, c'est Lordon aux amphis qui parle un petit peu de ça. Il est en mode bon, bah, bon courage les gars. Moi, j'espère que vous allez gagner, mais bon courage. Ouais, bon, on verra. Hein. En tout cas, voilà, c'est un signe de forme de fébrilité générale dans lequel est plongé le monde financier, pris entre une peur générale de l'avenir et une certitude folle que l'IA permettra des rendements gigantesques. Tout est donc réuni pour que les marchés obligataires soient sous tension. L'offre de dette augmente et la demande ne suit pas. En conséquence, c'est le taux qui fait la loi. Pour intéresser les investisseurs, il faut que le taux soit le plus élevé possible. Il faut promettre des bons rendements, quoi. En y mettant le prix, on peut encore placer de la dette parce qu'alors les investisseurs jugent que le jeu en vaut la chandelle. D'où la baisse des prix pour la dette déjà émise à des taux faibles et la hausse des taux pour les nouvelles émissions. Ok. Preuve de ces difficultés, l'Allemagne a, le 18 août, eu recours à une syndication bancaire pour vendre 4 milliards d'euros de dette à 30 ans, donc de la dette sur le temps long. Cette méthode consiste à passer par des banques privées pour lever des fonds. Cela permet d'élargir l'offre, mais coûte plus cher. Berlin a dû accorder un taux de 3,78%, du jamais vu depuis 2007, encore une fois, juste avant la crise financière de 2008. En parallèle, le même jour, le Royaume-Uni a émis 4 milliards de livres sterling à 5,15% sur 10 ans. Ok, bon là c'est un peu plus technique. C'est pas grave, on va pas aller dans les détails. Ceux qui ont compris, très bien. Je suis pas sûr d'avoir tout bien compris, mais on voit où ça va en venir. Les États ne sont pas les seuls à devoir accepter de payer davantage. Mercredi 19 août, Alphabet, la maison mère de Google, a émis des obligations pour 5,5 milliards de dollars australiens. Donc environ 3 milliards d'euros. Quoi. En gros, ils étaient en mode, bon, on a besoin de 3 milliards d'euros, et ils ont émis des obligations sur les marchés financiers pour se financer à hauteur de 3 milliards d'euros. Sur les maturités de... tout le monde me raide en même temps. Tout le monde me raide en même temps, c'est incroyable. Merci. Merci Kevin pour le raid. Merci les viewers de chez Kevin Razé, bien sûr, la team CKR, comme on l'appelle dans le milieu. Bienvenue, on est en train de parler économie de marché, finance, bulle spéculative de l'IA et comment tout ça va foutre la merde pour le financement des États. Sachant que les États, c'est vous et moi. Hein. Parce que les marchés financiers, certes, ils financent les États, mais l'écrasante majorité de ceux qui financent les États, c'est vous et moi via l'impôt. C'est comme ça que ça marche, quoi. Donc si les États, alors que c'est nous qui les financons en majorité, surtout dans une méga crise à cause de la bulle spéculative de l'IA, bah là on sera en droit de sortir les fourches un petit peu. Hein. Voilà, on est en train de parler de ça en lisant ce très bon article, un peu compliqué mais ça va, de Mediapart, de Romaric Gaudin pour Mediapart. Voilà. Merci pour le raid, trop cool. Après, pour ceux qui viennent d'arriver, les 2 sujets suivants, ça sera Clémence Guettet et le pouvoir de l'amitié. Je dis ça comme si on était dans un shonen, mais Clémence Guettet qui sort un bouquin aujourd'hui, je crois, sur l'amitié, avec une vision, un angle politique sur qu'est-ce que l'amitié, et est-ce qu'on pourrait pas appréhender l'amitié de la même manière qu'on appréhende l'amour, entre guillemets, quoi, ou la famille, ce genre de choses. Est-ce que des relations amicales, au final, peuvent pas se rapprocher d'une relation familiale, sachant qu'il y a des trucs spécifiquement faits pour la famille, pour les relations familiales, politiquement et économiquement, quoi. Voilà, donc on va parler de ça risque d'être très intéressant. Et on finira avec Gabriel Attal sur BFM TV. Face à Apolline de Malherbe, histoire de se faire plaisir en se foutant de sa gueule et bien sûr en dégrossissant ses arguments de droitard. Voilà, donc installez-vous,
On finit l'article, qui est encore un peu long, mais ça va, et on passera à la suite. On était où? Donc, du coup, on était où? Donc, en gros, petit résumé pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la merde. C'est grave la merde sur les marchés financiers parce qu'il y a la bulle spéculative de l'IA. En gros, les géants de la tech, vraiment, ils se disent l'IA, c'est l'avenir, on va générer un max de pognon plus tard, mais pour l'instant, ils génèrent rien du tout. Il y a moyen qu'ils n'arrivent pas à générer le pognon qu'ils promettent. Mais du coup, les investisseurs donnent en masse. Google et compagnie sont là à s'endetter en masse auprès des marchés financiers. Et ça crée une fragilité bizarre sur les marchés où du coup, les investisseurs, ils ont de moins en moins envie de prêter aux États parce qu'ils prêtent déjà tellement. Ils achètent déjà tellement des petits bouts d'actions d'entreprise dans les géants de l'IA que du coup, les États en pâtissent et les taux d'intérêt sur les dettes des États sont en train de grimper petit à petit. Et le jour où la bulle spéculative de l'IA éclate, ça risque d'être le bordel. Et du coup, les investisseurs osent de moins en moins prêter sur des durées à long terme, sur des 20-30 ans. Ils veulent du rendement très rapide. Et quand ils prêtent à des États, généralement, c'est des rendements, c'est des titres de dette qui sont plus longs à rembourser. Et donc, du coup, ils sont en mode genre, oulala, si c'est la crise financière, je n'ai pas trop envie de prêter à un État parce que ça se trouve, il va pas me rembourser, quoi. Donc, en gros, on a une crise financière liée à la bulle spéculative de l'IA qui nous pend au nez. Et s'il y a cette crise financière qui arrive, ça va au final, ça commence déjà, mais ça va se répercuter sur le financement des États. Parce que le fameux déficit public dont on parle tout le temps, actuellement, c'est l'État qui emprunte sur les marchés financiers. Quand on dit il y a 5% de déficit cette année, tout ça, c'est de l'argent que l'État français va emprunter au marché financier. Donc toute la crise financière de l'IA va se répercuter probablement sur le marché de la dette pour la France et tout le marché de la dette publique pour les États, quoi. Voilà. Petit résumé. Donc on va reprendre là où on en était. On en était ici. C'est un signe d'une forme de fébrilité générale. On l'avait déjà lu. On avait déjà lu tout ça. Ah bon, on en était là du coup. Les États ne sont pas les seuls à devoir blablabla. Même les hyperscalers, donc c'est ces espèces de géants de la tech qui veulent devenir hyper forts, hyper gros très vite pour s'imposer comme des incontournables de l'IA et commencer à générer plein de pognon. Mais pour l'instant, ils génèrent aucun pognon, quoi. Ils lèvent énormément d'argent pour devenir énormes et incontournables, mais est-ce qu'à la fin, ils vont vraiment générer du cash? C'est pas sûr. C'est ça les hyperscalers, dans le domaine de l'IA, quoi. Même les hyperscalers doivent mettre la main à la poche pour financer leurs dépenses dans l'IA. Donc tout le monde emprunte sur les marchés financiers. Les États peuvent plus emprunter parce que les géants de l'IA déjà empruntent trop et c'est la merde, quoi. Voilà. Merci Captain Crouton pour le Prime. Merci beaucoup. Pour l'instant, il ne s'agit pas vraiment d'un crack obligataire. Obligataire, c'est le marché de la dette, dans lequel les taux exploseraient violemment. Mais la situation n'en est pas moins préoccupante à plusieurs égards. D'abord parce que cette hausse des taux met en scène la concurrence entre les États et les hyperscalers, ces géants de la tech. Une concurrence qui se règle par des taux en hausse et qui, compte tenu de la ruée vers l'intelligence artificielle, pourrait bien se dénouer au détriment des États eux-mêmes. Et encore une fois, les États, c'est vous et moi, hein, littéralement. Autrement dit, entre financer la fuite en avant de l'IA et les déficits publics, les marchés pourraient bien choisir l'IA, sur laquelle, par ailleurs, ils ont des positions importantes. Mais cela ne sera pas sans conséquences. Sur l'IA d'abord, cette hausse des taux vient renchérir le coût des investissements, qui est déjà délirant. Or, le problème de la bulle est la capacité pour les entreprises engagées dans l'IA à réaliser puis à capter des gains de productivité suffisants pour financer ces dépenses. Autrement dit, si une boîte de l'IA qui promet des milliards et des milliards de bénéfices dans 10 ans, au final n'arrive pas à réaliser ces bénéfices, ils ne peuvent pas rembourser tout l'argent qu'ils ont emprunté sur les marchés financiers. Et là, plac, c'est la bulle qui éclate. Avec la hausse des taux, les termes du pari sur l'IA sont encore relevés. Il faudra dégager encore plus de profits pour pouvoir assurer le paiement de ces taux. Cette logique affaiblit donc une fois de plus les bases de la bulle. D'ailleurs, mardi 18 août, les marchés des actions ont dévissé, à commencer par le Nasdaq new-yorkais, spécialisé dans la technologie, qui a perdu 1,33%. Donc les investisseurs croient de moins en moins. Les entreprises commencent à être de moins en moins évaluées de moins en moins haut en bourse. En mode, les investisseurs se disent peut-être qu'elle va pas être si rentable que ça. En gros, c'est ça. Hein. Une action qui monte, c'est les investisseurs qui estiment que la boîte est de plus en plus rentable. Et plus rentable que la veille. Une action qui baisse, ça veut dire que les investisseurs estiment que l'entreprise est moins rentable que la veille. Et donc, si c'est le Nasdaq new-yorkais, un indicateur économique, où là, c'est une agrégation de plein d'entreprises de la tech américaine, si c'est le tout qui perd 1,33%, ça veut dire qu'au global, les investisseurs sur les marchés financiers estiment que la tech américaine est moins rentable que la veille, à hauteur de 1,33%. C'est ça que ça veut dire, en fait. Le Nasdaq qui augmente, ça veut dire yes, tout ça c'est rentable. De plus en plus rentable. Le Nasdaq qui baisse, ça veut dire oula, tout ça c'est de moins en moins rentable. Donc bon, ça fait un peu peur.
Après, le Nasdaq reste en forte hausse depuis le début de l'année. Oui, mais c'est justement parce qu'aussi il y a une bulle spéculative. Ça reste en forte hausse, mais là, avec cette crise de la dette, avec cette crise des taux sur la dette, et bah du coup, c'est en train de stagner. Et si ça a trop augmenté, justement, bah, le jour où ça pète, c'est encore pire. Peut-être que ça a augmenté artificiellement, et que là, ça commence à rebaisser, et qu'un jour, ça va rebaisser massivement, parce que la bulle explose, et qu'en fait, ces promesses de rentabilité infinie qu'ont promis les hyperscalers et les géants de l'IA aux investisseurs, à un moment donné, les gens vont plus y croire, et là, c'est littéralement la bulle qui éclate. C'est le principe de l'éclatement de la bulle, quoi. Voilà. Quand les entreprises IA vont commencer à perdre de fou, ça va être une catastrophe. Mais c'est même pas perdre de fou, parce qu'elles sont déjà pas rentables. C'est juste qu'elles promettent une rentabilité à l'avenir. C'est plus que le moment où tout le monde va comprendre qu'en fait, ils vont pas générer la thune promis, c'est là que ça va se casser la gueule. C'est même pas une histoire de perdre de l'argent. Parce que là, ils n'en gagnent même pas. C'est en fait quand les marchés financiers vont comprendre qu'ils ne gagneront jamais cet argent, c'est là que ça va éclater. C'est plus ça. Voilà. Ok, là encore, tout n'est pas dit. Le récit triomphant sur l'IA reste en place. Mais le terrain, peu à peu, devient de plus en plus glissant et rend le tout très sensible aux hausses de taux et au comportement de la Fed. Donc la Fed, c'est la Réserve fédérale américaine. Seule sur les États, la hausse des taux a des effets désastreux. Elle exerce une pression négative sur les dépenses qui, on l'a vu, alimente la pression sur la demande de dette sur le marché. C'est un cercle vicieux qui n'est pas sans risque. Plus le pouvoir sur le marché est donné aux investisseurs, c'est-à-dire plus la pression sur les émetteurs est élevée, plus la possibilité d'un choix entre les émetteurs est réelle. Comprendre, les investisseurs, ils vont préférer investir dans les géants de la tech plutôt que dans les États. Et nous, bah, du coup, on pourra même pas financer notre déficit. Et si on peut plus difficilement financer le déficit, politiquement, qu'est-ce que ça veut dire en France, typiquement? C'est-à-dire que les libéraux, ils vont arriver et dire: «OK, on est à 5% de déficit annuel, il faut passer à 0%, quoi qu'il en coûte». Donc ça va être en mode, on désinvestit massivement l'hôpital, on désinvestit massivement les services publics, l'école, on privatise la sécu, on met de la logique de rentabilité sur la sécu pour refourguer les caisses de l'État. Ça serait une politique d'austérité, mais genre massive. Et dans un État comme la France, qui a une bonne partie de son économie qui est, socialisée via la sécurité sociale et qui a des services publics historiquement puissants, s'il faut aller chercher 5% de déficit en moins parce que juste les marchés veulent de moins en moins nous prêter, ça va être une saignée monumentale, quoi. Ça va être l'argent des cotisations sociales des retraités, bah, au lieu de les donner aux retraités, on les met directement dans les caisses de l'État pour refourguer le déficit, quoi. Ça serait une libéralisation totale des services publics et ça serait même pire que ça. On gardera des impôts assez élevés, mais il faudra descendre massivement la dépense publique sans toucher aux impôts. C'est encore pire que privatiser la sécu. Vous voyez? Ça serait en mode, bah, les Français, vous êtes habitués à payer beaucoup d'impôts? Oui, bah, vous allez continuer. Sauf qu'au lieu de payer les retraites, l'hôpital public et l'école, et la police et l'armée, non, 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 non. Là, ça va être pour compenser la crise financière. Voilà, le bout du chemin, politiquement, c'est ça. C'est des droitards qui vont faire des saignées austéritaires massives. Et ça va appauvrir tous les Français, ou en tout cas l'écrasante majorité de Français qui sont pas pétés d'oseille, quoi. Voilà. Et plus les Français pauvres sont encore plus appauvris que les Français riches, évidemment. Le résultat très concret politiquement, c'est ça. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé en Grèce. Exactement. Comme ce qui s'est passé en Grèce. Et après, ça sera on restructure la dette, et ça sera politiquement une saignée et un appauvrissement des populations concernées par cette dette, par cette crise de la dette. Donc les populations de tous les États qui empruntent sur les marchés financiers. Donc finalement, un peu tout le monde, quoi. Ça sera les travailleurs de l'Occident entier qui vont se retrouver à se prendre une saignée austéritaire sur la gueule. C'est ça le bout du chemin, si vraiment la crise va jusqu'au bout. Donc c'est chaud. C'est chaud. Et bah d'ailleurs, c'est parfait. Ça nous amène directement au paragraphe suivant. Que je n'avais pas lu, hein, je tiens à le dire. Carburant du discours austéritaire. Ça va, ça veut dire que je suis quand même, ça va. Je comprends de quoi je parle. Parce qu'effectivement, bah là, c'est précisément sur ça que va faire l'article de Mediapart. Le bout de ce chemin-là, politiquement et économiquement à l'échelle des États et des citoyens, c'est l'austérité et la saignée, quoi. Voilà. Merci Vince de TT. Merci pour ton 16e mois. Ah, je suis content. J'en arrive aux mêmes conclusions que Romaric Godin, du coup, finalement. C'est que je connais un petit peu le sujet. Voilà. Et bon, je suis pas le seul, hein. Vous aussi, vous êtes beaucoup dans le chat à connaître un peu le sujet. On a déjà des précédents par rapport à ça, notamment effectivement le fameux exemple de la Grèce où c'était horrible ce qui s'est passé en Grèce pour les Grecs, pour les travailleurs grecs et surtout les travailleurs les plus modestes et les plus pauvres où ça a été très très dur, quoi. C'était un appauvrissement généralisé de la population, quoi. Et ça, c'est jamais bien. On ne peut donc pas exclure la possibilité d'une difficulté croissante pour les États les plus vulnérables ou perçus comme tels. Sauf bien sûr à ce que les modes de financement soient modifiés ou que les banques centrales interviennent, ce qui n'est pas impossible. Tout à l'heure, on parlait de la planche à billets, etc., etc. C'est pas impossible qu'on change un petit peu les règles du jeu pour que les États puissent se financer sans passer par les marchés de la dette obligataire sur les marchés financiers. On peut imaginer un changement, quoi. Un autre monde est possible, peut-être, finalement. C'est pas vrai, la team? Mais dans l'immédiat, rien de tel ne se dessine.
Ceci signifie que la pression sur les États va être de plus en plus marquée pour s'engager dans l'austérité budgétaire. Comme par ailleurs les États soutiennent à bout de bras une grande partie de l'économie, ce sont bien entendu les dépenses sociales et de redistribution, ainsi que les investissements dans les services publics qui seront en première ligne. C'est ce qu'on disait juste avant. C'est déjà le schéma qui se dessine en France, où les partis de droite et d'extrême droite entendent faire campagne sur la question de la dette. Après, en tant que Français de gauche qui suivent l'actualité et la politique, bon, on connaît tout ça, effectivement. Effectivement. Et justement, quand on connaît le rapport de la droite à l'austérité, au service public et au chantage à la dette, etc., quand on sait que c'est un truc central dès qu'on parle d'économie dans le clivage gauche-droite français, bah là, une fois qu'on a lu tout ça, on se dit ah ouais, ok, on a facilement une idée des conséquences et ça sera désastreux. Ça sera désastreux si ça finit par péter, quoi. Donc bon. Dans ce schéma, le secteur financier et technologique ne peut que s'allier pour imposer une cure d'austérité aux États afin de laisser plus de financement à l'IA et maintenir en vie la bulle le plus longtemps possible. C'est horrible, quoi. C'est vraiment en mode. Vous savez, le slogan nos vies valent plus que leurs profits. Bah là, c'est littéralement ça. Hein. On est littéralement là-dedans. C'est-à-dire que les marchés financiers ont intérêt à imposer des crises d'austérité, à appauvrir les populations pour qu'en fait, au lieu de prêter aux États, ils prêtent, ils foutent ça dans la bulle spéculative de l'IA, dans l'attente d'avoir des rendements incroyables. Quoi. C'est le cynisme absolu. C'est horrible ce truc-là. Là, on est au cœur du cœur de ce qui pose problème dans le capitalisme financier avec l'IA. Quoi. C'est ça. Enfin, c'est logique de. Ils préfèrent leur profit plutôt que la vie des travailleurs. Oui. Ben voilà, on est à 2000% là-dedans. C'est ça, mais boosté à l'intelligence artificielle. Quoi. C'est horrible. C'est vraiment horrible. La destruction de ce qui reste de l'État social permet par ailleurs de maintenir l'unité du capital et ne pas s'aliéner les secteurs dépendants de l'aide publique. Évidemment, cette austérité aura pour effet d'affaiblir encore une croissance économique déjà anémique, notamment en Europe. Les crises économiques et sociales seront oubliées et leur dynamique renforcée, et l'instabilité politique sera encore augmentée. Bientôt, le rêve de l'IA sera rattrapé lui-même par cette logique, et l'absence de croissance viendra rendre les remboursements des investissements impossibles. Putain, la conclusion qui fait flipper. Hein. La hausse actuelle des taux n'est donc pas qu'une question d'inflation ou de politique monétaire. Elle met au jour les déséquilibres de l'économie contemporaine, où les États sont dépassés par les grands monopoles intellectuels, et où tout rebond de la croissance prend la forme d'une bulle dont la facture, présente et future, sera payée par le monde du travail. Ce que cette hausse des taux nous dit, entre les lignes, c'est que le capitalisme n'a peut-être pas les moyens de son nouvel espoir que porte l'IA. Celui d'une nouvelle vague d'automatisation, débouchant sur un rebond de l'accumulation par des gains de productivité majeurs. Toutes les réflexions sur l'endettement des États et la pression des marchés ne peuvent donc s'inscrire que dans un cadre plus global, qui est celui de l'insoutenabilité de la logique du capital. Et on finira ce très bon article sur cette conclusion. Franchement, Romaric Gaudin, ses articles économiques dans Mediapart, que des bangers. Parce qu'à chaque fois, ça finit comme ça. Et on arrive tout le temps à la même conclusion de... Je vais récupérer son terme, il est très bien. Je pense que ça sera notre conclusion à nous. Toutes les réflexions sur l'endettement des États et la pression des marchés ne peuvent donc s'inscrire que dans un cadre plus global, qui est celui de l'insoutenabilité de la logique du capital. Voilà. Le capitalisme n'est pas soutenable. Tout ça va nous mener tout droit à notre perte dans un cercle vicieux de capitalisme financiarisé. Et tout ça, ça va finir par la saignée austéritaire pour les travailleurs, l'appauvrissement, la mort. Tout ça pour que des financiers véreux, encravatés dans des bureaux climatisés à la City de Londres, soient là, jubilés, en peut-être espérant se faire des couilles en or sur le prochain truc à la mode, c'est-à-dire l'IA, quoi. Ah, super, super. C'est un bon système, ça? C'est un bon système? Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Ouais, ça va pas parler d'éléphants au milieu de la pièce dans cette guerre de l'IA. La Chine, tout à fait, tout à fait. Effectivement. Si là, d'un seul coup, certains investisseurs qui mettent des milliards et des dizaines de milliards dans l'IA américaine en pensant avoir une part du gâteau à la fin, bah en fait, là, ça commence à se dire que le gâteau américain, ça va peut-être pas si élevé parce que la Chine, en IA, ils sont trop forts aussi. Ils ont un système économique qui est bien différent, notamment qu'un État central qui décide un peu de tout. En fait, la finance, il y a un système financier. C'est une forme de capitalisme financiarisé, aussi la Chine. Mais une énorme différence avec l'Occident, c'est que les marchés financiers sont soumis à l'État central de Xi Jinping, qui lui justement arrive à penser à long terme et donner des directives. Donc ça change quand même tout. Ça change quand même tout. Alors ça, effectivement, ils n'en ont pas parlé dans cet article parce que c'était déjà un article assez dense. C'est un article qui parlait spécialement de la crise des taux sur le marché de la dette obligataire et le rapport avec les États et de la dette publique. On ne peut pas parler de tout. Mais justement, la bulle de l'intelligence artificielle, clac. Quelques jours avant, était sorti un autre article de Mediapart, même un peu longtemps avant, le 25 juillet 2026, où ils parlent justement intelligence artificielle quand la bulle éclatera. Et là, ils expliquent justement plus profondément et plus techniquement, c'est quoi cette histoire de bulle de l'IA, quoi. Là, l'article qu'on vient de lire, c'est sur l'influence de l'IA sur la crise de la dette obligataire et de la dette publique en particulier. Donc, c'était pas un article sur la bulle de l'IA.
Mediapart a déjà fait un article sur la bulle de l'IA et je vous le mets dans le chat. Très très bon article aussi. Pour le coup, j'ai lu qu'en diagonale, mais effectivement, il parle de la Chine. Regarde, CTRL F Chine. Hop là. Non, c'est chinois. Toutes les entreprises cotées du secteur de la tech viennent aussi de vivre une semaine difficile après le dévoilement du nouveau modèle d'IA génératif du chinois Moonshot AI, aux performances très comparables à celles des produits les plus avancés d'OpenAI et d'Anthropic pour un coût bien inférieur. Donc les États-Unis sont en train de se faire baiser le fiac par la Chine aussi sur le secteur de l'IA et donc du coup les marchés financiers sont en mode genre. Donc effectivement, hein, je sais pas si c'est l'éléphant dans la pièce, mais effectivement. Bon, ils en parlent que là, ils en parlent que dans ce truc-là. Après, à voir, hein, peut-être qu'ils feront un article spécifiquement. Ils ont fait un article spécifiquement sur la Chine et l'IA, maintenant que j'y pense. Mediapart aussi. Je vous dis, en économie sur ces sujets-là, Mediapart, franchement, top, hein. C'est vraiment du bon journalisme éco par rapport à ça. Je crois qu'ils ont fait un truc sur l'IA et la Chine spécifiquement. Ah, je sais plus. Bah voilà. Ils avaient déjà fait un article précisément là-dessus. Déjà de Romaric Gaudin, le 25 juillet. La domination états-unienne sur l'IA menacée par la Chine. Donc ils en ont parlé, hein. Ils en ont parlé plein de fois, effectivement. C'est juste que là, on lisait le truc sur la dette obligataire en particulier, mais effectivement, c'est un rabbit hole les sujets économie et finance, quoi. Si tu veux vraiment avoir une vision d'ensemble du truc, c'est pas en un article de Romaric Gaudin que ça se fait. C'est en plein d'articles de Romaric Gaudin et pas que lui, quoi. Faut l'air d'autres trucs, se former, etc. C'est un sacré sujet, mais moi voilà. En tout cas, je vais essayer de parler pas mal de ça cette année, c'est ma bonne résolution, et notamment aussi pour être solide sur les sujets économiques dans le cadre de la campagne présidentielle. Voilà. En tout cas, on va s'arrêter ici. Et ma conclusion, bah, ça sera la même que Romaric Gaudin. La team YouTube, si vous me regardez, si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo, déjà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire, est-ce que c'était intéressant et surtout, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était facile à comprendre? Parce que c'est pas forcément le contenu le plus facile à faire des gros trucs d'économie et finance sur des articles comme ça. Parfois, c'est un peu austère, parfois, c'est un peu complexe, parfois, c'est un peu dense. J'espère que c'était bien. J'espère que j'ai pu expliquer certains trucs qui n'étaient pas forcément. Donc, j'ai pu rendre l'article peut-être un peu plus accessible à certains égards. Est-ce que ça vous plaît, vous, ce genre de format? Est-ce que vous êtes en mode genre: «Non, c'est cool, c'est bien, j'ai bien compris, c'était pas mal»? Dites-le en commentaire, le chat aussi, dites-moi. Ça va, c'était OK? Mouais? Ah non. Top, c'est trop bien? Non? Non. Non. Bon, en tout cas, la team YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous en commentaire si c'était bien. Likez, vous abonnez, partagez la vidéo, et cetera, et cetera. Et la conclusion de, cette séquence sera que derrière toutes ces réflexions sur l'endettement des États et de la pression des marchés, tout ça, ça peut s'inscrire que dans un cadre plus global. Et ce cadre global, c'est l'insoutenabilité de la logique, du capital. Relire Romaric Gaudin, finalement. Voilà, abonnez-vous. Et nique le capitalisme, bien sûr.